Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les ministres. J'ai eu l'occasion, Monsieur le Ministre, donc je vais démarrer mon propos de manière toujours agréable, de vous renouveler les souhaits de bon anniversaire. Je vous disais, c'était 78, c'était la belle époque où Raymond Barre, courageusement, entreprenait des travaux de redressement de la situation des finances publiques. Et je pense que c'est un souvenir que nous devons avoir parce que ça n'empêche pas de connaître des lendemains heureux. 2-3 éléments quand même. J'entends parler, avant de vous poser 3 questions. J'entends, on ne change pas notre boussole. Enfin, permettez-moi juste de vous dire, si vous ne changez pas de boussole, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'au moins vous changez de cap, parce qu'à mon avis, vous avez un peu perdu le nord. Deuxièmement, Monsieur le ministre Bruno Le Maire, vous nous expliquez le changement et la force de l'action. Vous conduisez de manière continue depuis 7 ans. Donc on peut aller beaucoup plus loin en arrière. Et enfin, je souhaite aussi que chacun assume sa part de responsabilité, y compris parfois la surdité avec laquelle nos propos et nos propositions ont été prises en considération. Et j'apprécie que vous soyez aujourd'hui, je comprends, hein, c'est normal que vous soyez ici, puisque nous n'avions pas eu le plaisir ni l'honneur, en dehors de votre propos introductif du projet de loi de finances, qui effectivement était relativement court au Sénat lors de l'examen, d'avoir votre présence. Troisième élément, nous avions à l'époque évoqué, je l'avais fait, au nom du travail de la majorité sénatoriale du Sénat, l'ère dans laquelle nous étions entrés depuis déjà un moment, celle des déficits extrêmes. Et enfin, vous évoquez à la fin de votre propos, vous dites on est loin de l'austérité, etc. Enfin, Monsieur le ministre Cazenave, je pense que tout le monde est témoin ici lorsque nous avons proposé des économies lors du dernier PLF. C'était pas il y a longtemps, c'était naguère. 7 milliards d'économies, excusez-moi, pas par décret, votés ici par la majorité sénatoriale. Vous nous avez accusés de brutalité, intenable, trajectoire irresponsable, méprisant, je dirais, si, vous nous l'avez dit, méprisant le peuple, juste de 7 à 10 milliards. Vous expliquez que ce n'est pas l'austérité, mais enfin, 10 milliards par rapport à 7, c'est presque 50% d'efforts supplémentaires. Voilà. C'est juste pour poser, comme le ministre Bruno Le Maire l'a fait, de manière objective, calme, sereine, mais de remettre les choses à leur juste place. Parce que, je le dis, je pense que le Parlement, et au Parlement, le Sénat, mérite d'être mieux entendu et pris en considération. Et je vous le dis tout de suite, je n'ai pas l'habitude de changer mes propos, mais si aucune méthode ne change, vous n'aurez jamais le Sénat, ni la majorité, ni la minorité, ne seront au rendez-vous. Je l'ai dit, nous serons au rendez-vous du courage, de la responsabilité, et nous saurons prendre nos responsabilités. Mais il faut juste arrêter de mépriser notre Assemblée. Alors, quelques éléments maintenant, parce que la situation, vous le sentez bien, est tout à fait exceptionnelle. Je précise, mais chacun le sait, que jamais autant de crédits budgétaires n'avaient été annulés par un gouvernement sous la Ve République en cours d'année. J'insiste, moins de 50 jours après le début de gestion. Moins de 50 jours. Monsieur le ministre des Finances a choisi le 18 février dernier, le 20h de TF1, au milieu des périodes de vacances des Parisiens, pour effectivement proposer par décret de réduire les crédits à hauteur de 10 milliards. Et je vous cite, en raison d'un contexte géopolitique nouveau. J'insiste sur le mot nouveau parce que je ne le partage pas. La guerre en Ukraine, vous l'évoquez, elle a commencé il y a plus de 2 ans. Le ralentissement de l'économie chinoise. Le Monde titrait le 22 août « L'économie chinoise au défi du ralentissement ». La récession allemande, vous l'avez dit, en 2023. Mais comme vous l'indiquez, c'était en 2023. Et le journal Le Monde, en juin 2023, le 22 juin, titrait « Les grands instituts de conjoncture anticipent désormais une nette récession pour la première économie d'Europe ». Je vous le dis donc sereinement. Vos économies sont, de mon point de vue, un prétexte fallacieux parce que le contexte géopolitique n'a pas changé entre le 20 décembre et le 20 février. On va se dire les choses. Et donc,
je pense que vous avez fait un choix d'afficher des perspectives ambitieuses, c'est votre droit, mais il ne faut pas aller chercher des prétextes qui ne correspondent pas, messieurs les ministres, à la réalité. Je rappelle d'ailleurs que notre commission des finances, lors du dernier examen du budget, avait mis en lumière cette précision que j'appellerais, vous choisirez le mot qui vous convient le mieux ou celui que vous appréciez le moins, c'est comme vous voudrez, entre fantaisiste ou fallacieuse. Je le dis parce que beaucoup, pour ne pas dire toutes les prévisions disponibles, par rapport à ce que vous aviez retenu, vos prévisions étaient 2 fois supérieures globalement à toutes les prévisions. Et on a parlé au même moment, nos rapports font foi. Donc je vous invite à y revenir. Première question, puisque tout le monde vous disait dès l'automne 2023 que la croissance que vous souhaitiez ou que vous affichiez ne serait pas au rendez-vous, pourquoi donc avoir retenu malgré tout ce niveau de prévision? Je le redis d'ailleurs, à l'heure actuelle, le consensus des économistes table sur une croissance de 0,7% pour la France en 2024. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous souhaitez malgré tout retenir aujourd'hui encore 1%, plus 1%? Parce que si je pose cette question, c'est peut-être au-delà de l'effet agréable à la fois de communication et de rêve que vous mettez dans la tête d'un certain nombre de Français, mais de moins en moins. Les conséquences pratiques de votre choix sont, de mon point de vue, désastreuses. Je vais l'illustrer, puisque finalement, avec ces décrets d'annulation, vous remettez brutalement en cause des décisions que vous avez défendues. Et un certain nombre des pistes d'économie que vous avez évoquées s'en seraient risibles si ça n'était pas aussi sérieux, vu les réponses que nous avons obtenues de manière régulière pour repousser ces propositions qui, me semble-t-il, aujourd'hui, ont l'air de se dessiner. La programmation gouvernementale sur le PLF 2024 pour la mission écologique, 7 milliards de crédits supplémentaires. Finalement, aujourd'hui, elle est d'ores et déjà nulle et non avenue, puisque la mission est la grande perdante du décret d'annulation, avec 2,2 milliards de crédits supprimés. En particulier, les 5 milliards de ma prime Rénov' ne seront pas au rendez-vous. La loi de programmation pour la recherche n'est plus respectée. Le budget 2024 est finalement de 400 millions en dessous des cibles fixées par la programmation. La loi de programmation pour la justice, idem, il manquera 325 millions. L'annonce, en grande pompe par le Premier ministre et Christophe Béchu, d'un abondement du fonds vert dopé de 500 millions d'euros supplémentaires en 2024 se dégonfle. Le voilà d'ores et déjà amputé de 400 millions d'euros. Les nombreuses annonces du Premier ministre sur l'école, et notamment la prise en charge des AESH par l'État sur la pause méridienne, incompatible avec les annulations massives annoncées sur ce ministère à hauteur de près de 700 millions d'euros. Je pourrais poursuivre. Vous auriez pu financer toutes ces priorités si vous aviez construit le budget 2024 avec, de manière rigoureuse, je vais le dire comme ça, choisir des hypothèses macroéconomiques prudentes, réalistes et communément partagées. Vous avez choisi plutôt la fantaisie. Fixer un cadrage au ministère qui soit cohérent avec ces hypothèses. Vous avez préféré voter des missions budgétaires pour tous les ministères en augmentation, cadrage illusoire. Vous avez voté une loi de finances qui documente les économies pertinentes et, si besoin, les réformes associées, mais vous avez fait des 49.3 sur un PLF que je qualifierais de hors-sol pour finalement, 2 mois plus tard, tout contredire. En résumé, vous avez privilégier une politique d'annonce avec des perspectives budgétaires en hausse sur tous les ministères, et ensuite rabot, coupe sombre, brutal et direct. Deuxième question, messieurs les ministres, comment financez-vous toutes les annonces qui arrivent en même temps que le décret d'annulation? Je dois le rappeler, 3 milliards d'euros pour l'Ukraine, 500 millions d'euros supplémentaires pour les hôpitaux, 400 millions d'euros pour les agriculteurs. Pouvez-vous me dire quand est-ce que vous allez sortir un nouveau rabot qui fera de ces annonces des engagements qui ne seraient plus complètement tenus alors que vous venez de les annoncer, ou le président de la République? Enfin, monsieur le ministre, vous avez dit sur TF1, n'importe quel ménage peut comprendre que quand on gagne moins, on dépense moins. Bien, n'importe quel ménage, de la même manière, peut aussi comprendre que si pour chaque euro gagné, il en dépense 2, il va avoir droit à la commission de surendettement. Pourquoi je dis ça?
Parce que c'est exactement ce qui se passe pour l'État. En 2024, l'État va devoir trouver 601 milliards d'euros pour faire face à ses dépenses et au remboursement de la dette, alors qu'il ne disposera que de 305 milliards d'euros de recettes nettes. Voire peut-être moins si, comme vous semblez le dire, l'État venait à percevoir encore moins de recettes que ce que vous prévoyez aujourd'hui. Eh bien, si on dit les choses, il en résulte, et vous l'avez dit d'ailleurs, depuis votre arrivée au pouvoir, le taux d'endettement de la France n'a cessé d'augmenter, et nous avons dépassé celui de Chypre, de la Belgique, de l'Espagne, du Portugal. Il ne reste plus que 2 pays derrière nous, l'Italie, la Grèce. C'est une réalité factuelle qu'il faut confronter avec les propos que vous avez tenus, et notamment, parce que je prends aussi des bons auteurs, vous-même, en disant la maîtrise des finances publiques est dans l'ADN de la majorité. Vous avez compris laquelle. Écoutez, je n'ose imaginer ce qu'il adviendrait s'il en était autrement. Eh bien, je poserai enfin une dernière question. Quelles sont les chances, selon vous, ou les risques que la France se trouve dégradée par les agences de notation au printemps, en avril et en juin, donc ça peut être le début de l'été? Craignez-vous ou pensez-vous que la France puisse poursuivre ou pourrait poursuivre la même politique budgétaire s'il y avait une dégradation? Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur général. Monsieur le ministre, si vous voulez bien, de manière synthétique, bien sûr, répondre aux 3 interrogations du rapporteur général. Oui, je vais commencer, si vous me le permettez, Monsieur le Président, par la dernière interrogation. Là aussi, en prenant un tout petit peu de recul. 62, 97, 111. C'est les niveaux de dette publique entre 2008, 2017 et au moment de la crise inflationniste. Donc je le redis, 35 points de dette supplémentaires au lendemain de la crise financière de 2008. Donc est-ce qu'il y a un sujet sur la dette? Oui. Est-ce qu'il est impératif de réduire la dépense publique? Oui. Est-ce qu'il faut réduire plus la dépense publique quand il y a moins de recettes? Oui. Et c'est ce que nous avons le courage de faire. Et nous ne le faisons pas pour les agences de notation. Nous le faisons pour les Français. Parce que nous sommes convaincus qu'il est bon pour les Français de rétablir les finances publiques et que de laisser filer la dépense publique n'est pas la bonne réponse à la situation du pays. Après, on peut débattre, c'est tout l'objet de nos discussions, de la méthode, des choix politiques que nous pouvons faire dans les années qui viennent. Et je pense qu'au regard de ce qui nous attend, des efforts qui seront nécessaires, le débat est absolument indispensable. Mais en revanche, ce qui ne me paraît pas discutable, c'est qu'il faut réduire ce niveau de dette par la réduction de la dépense. Et qu'à partir du moment où il y a moins de croissance partout en Europe, il faut plus de réduction de dépenses. Ensuite, sur les premiers éléments que vous avez indiqués, vous avez cité Raymond Barre, personnage éminemment honorable. Je partagerai un peu moins l'idée qu'il y avait des lendemains heureux après Raymond Barre, parce que ça a conduit à l'élection de François Mitterrand. Ce qui peut faire plaisir à certains ici, peut-être moins à d'autres. En tout cas, ce sont de drôles de lendemains heureux, preuve qu'il faut rétablir les finances publiques avec fermeté, mais sans tomber non plus dans les excès. Ensuite, sur les responsabilités, oui, je prends toutes mes responsabilités. Je redis, nous avons rétabli les finances publiques quand il le fallait, dépensé pour protéger face au Covid et face à l'inflation, et maintenant, il faut à nouveau rétablir les finances publiques. Je me permets simplement, malicieusement, une nouvelle fois, de noter que entre votre majorité au Sénat et le groupe auquel vous appartenez à l'Assemblée nationale, il y a parfois quelques divergences notables. Donc, non, la majorité présidentielle a voté tous les budgets. Je constate que l'un des éléments clés du rétablissement des finances publiques, c'est la réforme des retraites. Que dans les dépenses sociales qui sont les plus importantes, là où il y a le plus d'écart par rapport aux pays européens, c'est sur les retraites qu'il y a le plus d'écart.
et que la réforme des retraites permet de réduire significativement cet écart de dépenses sociales entre la France et les États européens. Vous avez voté, la majorité des sénateurs a voté cette réforme des retraites, ça n'a pas été le cas à l'Assemblée nationale. Vous avez proposé courageusement, je le redis très volontiers, c'est des faits. L'augmentation, c'est pas vrai, vous avez proposé l'augmentation de la TICFE en revenant immédiatement de 0 à 32 € le mégawattheure. Nous avons, de manière moins brutale, réaugmenté à 21 € le mégawattheure, mais je constate qu'à l'Assemblée nationale, la décision que j'ai prise a été vertement critiquée par les Républicains. Donc je dis simplement que je veux bien que chacun prenne ses responsabilités, mais ça vaut pour tout le monde. Quant à l'accusation d'insincérité, moi je donne là aussi les faits. En novembre 2023, la Commission européenne donnait comme évaluation de croissance pour la France en 2024 1,2. La Commission européenne a modifié sa prévision de croissance qu'en février 24, en la faisant passer de 1,2 à 0,8 pour la zone euro. Nous avons corrigé notre prévision de croissance en février 24, comme l'a fait la Commission européenne, comme l'a fait le FMI, comme l'a fait l'OCDE et comme l'a fait l'Allemagne. Nous avons fait comme tous les autres États de la zone euro. Et vous me direz, mais vous êtes insincère, vous faites toujours des prévisions qui sont trop positives. Enfin, je rappelle qu'en 23, les mêmes économistes que vous citez prévoyaient la récession pour la France en 23. Un risque de récession. Très bien, j'avais dit qu'on ferait 1. Nous avons fait 0,9. Qui était meilleur prévisionniste? Ceux qui disaient risque de récession ou le ministre des Finances qui disait que nous ferions 1? Donc, très franchement, on peut aller nous chercher sur beaucoup de choses, mais sur la sincérité de nos prévisions de croissance, quand il a fallu corriger rapidement, nous l'avons fait comme les autres États européens, mais le 0,9 de 2023 prouve que la prévision de croissance du gouvernement pour 2023 était plus proche de la réalité que celle de beaucoup de prévisionnistes et de beaucoup d'instituts internationaux. Enfin, sur la méthode, je le redis, moi je suis prêt à toutes les évolutions et tous les changements qui permettront de rassembler le maximum de parlementaires, quels que soient les horizons politiques d'où ils viennent, pour parvenir à cet objectif de sortir de l'addiction à la dépense publique et de rétablir nos comptes.